Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est sur cette terre natale que nous entraîne aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous partons en effet pour le Poitou afin d'y revivre une des grandes batailles de notre histoire, je le disais à l'instant, la bataille de Poitiers. Alors laquelle, allez-vous me demander? Celle de Clovis en 507? Non. Bon. Celle de Charles Martel en 732? Pas davantage. La bataille de Poitiers qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle qui a coûté sa liberté à Jean le Bon, roi de France en 1356. On l'appelle bataille de Poitiers, mais précisément, elle a eu lieu dans un endroit magnifique, Noyer-Maupertuis, et elle s'est prolongée par une captivité interminable pour notre bon roi. Et pour nous accompagner sur le champ de bataille, vous avez fait appel à un médiéviste que connaissent bien nos auditeurs. Et oui, Julien Thériastruc, qui a le don de nous faire toucher du doigt les réalités médiévales. Je suis heureux qu'il ait pu être des nôtres cet après-midi pour parcourir la campagne poitevine. Nous irons jusqu'en Angleterre, bien entendu. Je vous parlerai aussi de mon Poitou, avec tous ses trésors, évidemment. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Le roi Jean II de France, notre fameux Jean le Bon, est plus impatient qu'il n'est inquiet en vérité. En ce 19 septembre 1356, quand ses troupes, qui sont fortes d'impressionnants chevaliers, se retrouvent face à la troupe anglo-gasconne sur le plateau de Maupertuis, pas très loin de Poitiers, il se sent presque invincible. Les hommes du roi de France sont tellement plus nombreux, tellement mieux armés en apparence. Cette fois, se dit le roi, c'en est fini des humiliations de Crécy, de Calais, de toute cette première phase désastreuse de ce qu'on appellera plus tard la guerre de 100 ans. Poitiers va retourner la situation haut les cœurs. Le prince noir, héritier de la couronne d'Angleterre, va se repentir d'avoir lancé une nouvelle campagne de pillage dans tout l'ouest de la France. Et déjà, ça y est, le combat s'engage. Les barons de France, lourdement harnachés, bannières au vent, vont ne faire qu'une bouchée, se dit-on, de la piétaille anglaise, à moins que, depuis le promontoire qui lui sert de poste d'observation, le roi Jean se sent parcouru de sueur froide. Mais serait-il possible? Le fait est que ces maudits Anglois, ces damnés Gascons, sont plutôt bien servis par leurs archers diaboliques. Le fait est qu'ils ne sont pas loin de tailler en pièces les rutilants chevaliers de France. Chevaliers qui, de leur côté, multiplient les faux pas. Mon Dieu, des dizaines et des dizaines de cadavres en armure jonchent déjà le champ de bataille, tandis que les valets d'armes ont pris la fuite. Mais est-ce possible? L'étau se resserre déjà autour du bon roi Jean. Il n'est que temps de mettre ses fils en lieu sûr, sauf le jeune Philippe qui va rester près de lui. Le roi le sait, il est cerné. Les flèches anglaises pleuvent du ciel chargé partout alentour. Jean peut observer ses ennemis qui n'ont qu'une idée en tête, le capturer. Parce que pour eux, ce serait évidemment la promesse d'une rançon extraordinaire. Imaginez, capturer un roi. La situation devient vite désespérée. Jean est un chevalier au sens noble du terme. Il se doit d'affronter son sort. À 37 ans, il est dans la force de l'âge. Il entend bien rendre coup pour coup. Il a déjà perdu son casque au combat. Et alors qu'il est en train de frapper ses ennemis avec sa hache d'armes, on peut voir toute la hargne qui accentue ses traits marqués. Jean de Vios raconte: le roi bataille, le visage tailladé de 2 blessures, aveuglé par son propre sang, il part les coups du bras, guidé par la voix enfantine de Philippe. Philippe, c'est le petit hardi, blotti contre son père, l'avertit sans cesse du danger. À gauche, père, gardez-vous à droite. On connaît ces phrases. Elles ont été récitées par des générations d'écoliers pendant très longtemps. Le combat au corps à corps est intense et, disons-le, il est perdu d'avance. Bientôt, plusieurs opposants appellent le roi à cesser le combat. Il doit se rendre à l'évidence, sa résistance, bien qu'héroïque, ne suffira pas. Et finalement, il se résigne.
il se rend à un chevalier français au service des Anglais, Denis de Morbecque, à qui il va symboliquement donner son gantelet, c'est comme ça qu'on procède. Des soldats gascons qui sont là, eux aussi, ne l'entendent pas de cette oreille. Eux n'ont pas l'intention du tout de voir leur échapper la fameuse rançon, la fabuleuse rançon qui se profilait déjà. Alors plusieurs d'entre eux se jettent sur le roi Jean, le tiraillent de toutes parts jusqu'à le faire vraiment s'effondrer au sol. La scène est pathétique et finalement, ce sont des auxiliaires du prince noir qui vont personnellement intervenir pour mettre fin à la curée. D'autorité, ils sortent le roi de la mêlée pour le conduire avec d'autres prises de renom sous la tente de commandement du prince noir. L'héritier de la couronne d'Angleterre accueille son royal cousin avec la déférence de mise, bien entendu. Les deux princes sont ennemis depuis longtemps et cependant, ils ne s'étaient encore jamais vus. Alors on pense les principales blessures du roi de France qui en vérité sont assez superficielles. On lui sert à souper et même c'est le prince noir qui se charge de le servir avec courtoisie. Ça n'empêche pas à l'extérieur sa soldatesque de dépouiller voracement les victimes françaises de ce combat sans pitié. Comme le relève justement Jean de Vios, le prince noir aurait dit au roi Jean « Je suis sûr que monseigneur mon père vous traitera avec tout l'honneur qui vous est dû et vous prodiguera son affection. Vous deviendrez bons amis et pour longtemps. » Et il aurait ajouté « Malgré le sort contraire, vous l'avez en bravoure emporté sur nous tous. » Eh oui, on savait se parler en ce temps-là. Des compliments réconfortants. Sans aucun doute, on peut se demander quand même ce qu'ils valent au milieu d'un tel désastre pour le royaume de France, un désastre qui s'apprête à avoir le plus inattendu des retentissements. Je cite Françoise Autran, « La déconfiture de Poitiers, c'est ainsi très vite qu'on l'appela, et la capture du roi furent pour le royaume un choc prodigieux. Quand le roi Jean fut pris, la terre trembla, répètent les chroniques. En apprenant la nouvelle, les habitants du Languedoc prirent le deuil, ceux de Poitiers en firent autant, mais en plus, ils se chargèrent d'enterrer tous les morts, car il y en avait des morts de cette bataille de Noyer-Maupertuis. Bientôt, le roi et d'autres prisonniers de marque sont conduits en lieu sûr à Bordeaux. La France a donc, ça paraît incroyable, mais la France a perdu son roi. Désormais, elle est entre les mains d'un dauphin de 18 ans, le dauphin Charles, sur qui retombe la dure gestion de l'après-Poitiers. Il va s'en sortir extrêmement bien, pour tout vous dire, mais ça, on ne peut pas encore le deviner. La négociation de paix, la négociation pour la libération du roi n'est même pas encore à l'ordre du jour. De Provence, cet après-midi, grâce à vous, Franck, nous revenons sur une date terrible de la guerre de 100 ans, 1356, la bataille de Poitiers. Le roi Jean II voulait arrêter une chevauchée anglaise en train de piller l'ouest du royaume, ça vous venez de nous le raconter. Après un combat désastreux, il se fait capturer. Alors avant de savoir ce qu'est devenu le roi, je me pose quand même une question. Est-ce que c'est arrivé souvent qu'un roi de France se fasse capturer par l'ennemi au Moyen-Âge? Alors au Moyen-Âge, c'est arrivé 2 fois et dans l'histoire de France, ce n'est arrivé que 4 fois et à chaque fois, ça a été un drame épouvantable, vous l'imaginez. Alors au Moyen-Âge, bien sûr, il y a eu en 1250 cette captivité de Saint-Louis qui commandait dans le cadre de la 7e croisade, vous savez. Sauf qu'à l'époque, il était détenu par les Égyptiens, pas par un souverain voisin et surtout pas par le frère ennemi anglais, bien entendu. C'était une situation difficile, mais le désastre avait eu lieu loin de la France. Alors plus tard, en 1525, François Ier sera fait prisonnier sur le champ de bataille de Pavie. En attendant Napoléon III en 1870, tout ça nous entraînerait loin. Cette fois-ci, en 1356, donc, on tarde un peu à lancer les négociations pour un accord de paix. Ça va prendre du temps, tout ça, bien sûr. Et l'arrivée du prince noir et de ses prisonniers à Bordeaux est pour lui un véritable triomphe. On fait la fête, le roi Jean n'a d'autre choix que de faire bonne figure, puisqu'après tout, il est traité avec tous les égards, il est bien logé, etc. On le sert, et les négociations de paix tardent, elles vont s'annoncer difficiles, ardues. Le pape envoie des diplomates pour essayer de mettre un peu d'huile dans les rouages, si je puis dire. Voilà quels sont les principaux points de discussion. Les concessions territoriales, d'abord, que devront accepter les Français. Le montant de la rançon pour libérer le roi Jean. Ça, c'est un élément très important. Et puis, toutes sortes de petits accords annexes. Finalement, fin mars 1357, une trêve est conclue entre la France et l'Angleterre, trêve de 2 ans.
Les préliminaires de paix doivent se préciser à Londres, directement entre le roi d'Angleterre et le roi captif de France. Ça signifie pour le roi Jean que le temps du départ est venu. Et ça, pour le prince noir, c'est un problème. En effet, les Gascons veulent mettre en avant leur rôle dans la capture du roi. Ils n'ont pas l'intention d'être lésés dans la négociation. Ils font donc mine de résister à l'éloignement du roi Jean, et le prince noir va devoir leur verser une forte somme, une sorte de caution, si vous voulez, pour qu'ils cèdent. C'est ainsi qu'en mai 1357, le roi Jean, avec sa très puissante escorte, nous allons être polis, parvient en Angleterre. Son entrée à Londres est l'occasion, encore une fois, de grandes célébrations. C'est Jean de Vios qui raconte. Les Londoniens veulent assister à ce miracle, à ce fait inouï, inconcevable, sans précédent. Dans les ruelles, les maisons aux murs noirs se sont endimanchées. Elles se sont camouflées sous des tentes de soie, sous des tapisseries et autres guirlandes. Et pendant cette captivité londonienne qui commence, il ne faut pas imaginer le roi seul au fond d'un cachot. Il n'est pas enchaîné dans une cellule sombre et humide. On lui attribue l'hôtel de Savoie, qui est une belle habitation qui autrefois avait été bâtie par un parent de la reine Aliénor. Il dispose de tout un train de domestiques, une véritable cour qui va se constituer autour de lui, formée en grande partie des chevaliers capturés autour de lui à Poitiers. Jean va assez vite être libre, si l'on peut dire, dans une certaine mesure. Il peut chasser, il peut organiser des fêtes, etc. On apprécie d'ailleurs à Londres sa noblesse, son esprit chevaleresque, la générosité dont il fait preuve, et si vous me passez l'expression, dont il fait preuve à bon compte. Au même moment, en France, en effet, la situation pour le dauphin est très rude. L'absence du roi favorise toutes sortes de tensions, les répercussions de la défaite ne se sont pas fait attendre, et sans entrer dans les détails des crises assez complexes que le royaume va devoir traverser à ce moment-là, disons qu'il y a 3 grandes menaces. À Paris, c'est le prévôt des marchands qui va mener la révolte. Il est célèbre, on a retenu son nom, c'est Étienne Marcel, qui provoque des émeutes, menaçant le pouvoir précaire du dauphin Charles. Lors d'une de ces crises, Charles voit même 2 de ses maréchaux être tués sous ses yeux. Ça va très loin, c'est une véritable révolution qui est en train de se passer à Paris. On oblige Charles à porter un chaperon bleu et rouge, symbole de l'émeute parisienne. Ça vous rappelle quelque chose, ça, ça rappelle le bonnet phrygien du roi Louis XVI, bien entendu. Enfin, ça rappelle, je devrais dire plutôt que ça préfigure. Il y a aussi deuxième grande menace, celle que fait peser sur la couronne de France le roi de Navarre et gendre du roi Jean, Charles le Mauvais, qui revendique toutes sortes de droits féodaux. Il parvient à s'évader après avoir été lui-même emprisonné, et il saisit la moindre occasion pour attiser les désordres qui se font jour. Et puis, au printemps 1358, n'oublions pas une autre révolte, alors elle d'un autre ordre, on reviendra sur tout cela avec mon invité dans un instant, révolte paysanne, une très grande jacquerie qui éclate pas très loin de Paris, qui va se répandre et qui sera très violemment réprimée. C'est dans ce contexte terrible que le pauvre jeune dauphin doit faire ses preuves. Les troubles à travers la France l'encouragent à se montrer conciliant, parce que de son côté, le roi Édouard III, bien sûr, le roi d'Angleterre, lui n'est pas conciliant du tout. Il est calculateur, Édouard III, j'ai eu l'occasion de vous en parler l'autre jour à propos de Calais, vous savez, il ne va pas se contenter des préliminaires évoqués depuis Bordeaux, il réaffirme ses propres droits sur la couronne de France, et bientôt, il va se montrer d'un appétit à peine croyable. Au point que, dans sa captivité, Jean finisse par se lasser, bien entendu. La captivité de Jean, d'ailleurs, c'est un petit peu dégradé. Les conditions sont de plus en plus contraignantes à mesure qu'on avance dans le temps. Le roi Jean cède du terrain, début 59. Il accepte le principe d'une paix qui est une paix très désavantageuse. Alors voilà ce à quoi on a abouti. Édouard reconstituerait tout l'empire plantagenet, rappelez-vous, tout l'ouest de la France. Il gagnerait la souveraineté sur la Bretagne. Et quant à la rançon du roi, elle serait fixée à 4 millions d'écus d'or, ce qui est absolument gigantesque. Évidemment, les termes infamants d'une telle paix, une fois transmis à Paris, font l'objet d'un refus catégorique. Peut-être que Jean espérait d'ailleurs
que son fils et que ses conseillers rejettent la paix à ces conditions. Quoi qu'il en soit, le roi d'Angleterre a déjà préparé sa réponse. Il décide d'envoyer une armée en France, une armée qu'il envoie avec un objectif très simple, forcer le chemin pour lui ouvrir la route de Reims et se faire sacrer à Reims. En octobre 1359, Édouard et son armée sont en France et ils sont bien prêts à en découdre. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire médiévale. En 1359, la situation est très tendue en France et pendant ce temps-là, Édouard et son armée arrivent en France prêts à en découdre. Et c'est reparti, si je puis dire, encore une chevauchée anglaise à travers le nord de la France, une de plus. On en profite pour corriger un certain nombre de ces sujets du roi de France qui auraient refusé la paix qu'on leur proposait. Sauf que cette fois, ça va loin. Le roi d'Angleterre est devant Reims dès le mois de décembre. Et il se dit que dès que la ville sera tombée, eh bien, il pourra se faire sacrer dans la cathédrale. Il sera désormais bel et bien roi de France et d'Angleterre, comme il le prétend depuis quelques années déjà. Il pourra abaisser encore un petit peu plus la légitimité de cette toute nouvelle dynastie des Valois, qui, ne l'oublions pas, a été créée par le père de Jean II, par Philippe VI. C'est encore tout jeune, c'est encore tout récent. Seulement voilà, Reims ne va pas se laisser faire. Édouard est à la peine et il comprend bien vite les limites de son plan. Le 11 janvier, voyant qu'il de toute façon il n'y arrivera pas, il préfère renoncer au siège et pour ne pas perdre la face, il change de stratégie à ce moment-là et ils font sur la Bourgogne. Les Anglais pillent, ils brûlent, ils font ripaille, raconte Jean de Vios. Seuls les bons vins les détournent un temps de leur brigandage. Le roi et la cour s'attardent autour des tonneaux d'Attigny, puis ils s'en vont pendant 5 jours vider les caves de Tonnerre, les chais taris, les colonnes infernales recommencent leur sarabande, des razzias terribles mais qui ne mènent pas à grand-chose puisque, disons-le, cette fois, la chevauchée du roi d'Angleterre s'essouffle un peu et Édouard, apprenant qu'une petite armée française est venue brûler un port en Angleterre, se dit que ça devient quand même un petit peu trop inquiétant. Bien sûr, c'est une action encore limitée des Français, mais voyez quand même que la France se rebiffe, si je puis dire. À Londres, on est nettement moins confiant. Est-ce qu'il se pourrait que des troupes françaises, grisées par une toute nouvelle audace, viennent jusqu'à Londres pour libérer leur roi? On se dit qu'il est quand même plus prudent d'enfermer le roi Jean. Et le voilà qui va se retrouver à la Tour de Londres. Vous voyez que ça s'aggrave pour lui, bien entendu. Quant à Édouard, très irrité par cette attaque française sur ses terres, il conduit son armée jusque dans la région parisienne où il va semer la pire désolation. Il s'agit sans doute pour lui de forcer le dauphin au combat, sauf que le dauphin Charles, très sage sans doute, ce sera son surnom dans l'histoire, mais aussi très bien conseillé, ne va pas se laisser entraîner là-dedans. Édouard a de plus en plus de raisons de douter du bien fondé de sa chevauchée, et alors qu'il est en train de traverser la Beauce, c'est un orage terrible qui va avoir raison de sa détermination. Il y voit, et c'est peut-être pratique, le signe du mécontentement divin. Si Dieu lui-même plaide pour la paix, se dit-il, eh bien, on va s'y résoudre. Et l'on aboutit donc enfin à un traité entre la France et l'Angleterre, traité négocié à Brétigny. Brétigny, c'est pas loin de Chartres, en mai 1360. Même si Édouard a dû évidemment réviser ses prétentions à la baisse, les clauses de la paix restent dures. Les Anglais greffent à leur Aquitaine, puisque ça, ils étaient déjà chez eux en Aquitaine. Ils lui greffent des territoires considérables, Poitou, Limousin, Rouergue. Ils obtiennent d'autres fiefs importants. Le prix fixé pour libérer le roi Jean n'est plus de 4 millions d'écus, mais 3 millions d'écus, ce qui reste une somme faramineuse, somme qu'on ne pourra réunir qu'au prix d'énormes impôts et d'expédients en tout genre. Parmi les expédients, il y a la création d'une monnaie au passage, avec un soldat franc qu'on va graver qu'on va frapper sur la monnaie, et c'est l'origine de notre franc. Vous savez, ça vient de là. Alors, l'idée est bien sûr pour les Anglais d'asphyxier le pays. Il faut aussi que 3 fils du roi servent de caution. Ils seront otages des Anglais,
tout à leur tour, vous imaginez comme c'est agréable comme perspective, le roi Jean va quitter Londres en juin 1360. On imagine sa hâte de retrouver son royaume après 4 ans de captivité. Une fois la promesse de paix renouvelée avec Édouard III, le roi prend le chemin de Paris. Il a rencontré Édouard à Calais. Et là, vous imaginez l'accueil de Paris, malgré la situation extrêmement pénible du royaume. Il me semble qu'il aurait mérité qu'on lui fasse la tête, Jean. Mais enfin bon, il est bien reçu. Il est maître chez lui de nouveau. Il peine à faire face à un certain nombre de défis qui, disons-le, le dépassent. Et par exemple, il ne parvient pas à lutter contre les bandes de routiers. Vous savez ce qu'on appelait les routiers, c'est des espèces de brigands qui en fait sont d'anciens soldats démobilisés et qui ont tendance à terroriser les régions par où ils passent. Alors le roi se concentre sur un autre aspect qui lui paraît fondamental. Je vous ai dit, c'est un chevalier, le roi Jean, et c'est son honneur. Le voilà qui se lance sous l'égide du pape dans un projet ambitieux de croisade dont il pourrait prendre la tête. On se dit que vraiment il n'a pas autre chose à faire. C'est la quête la plus élevée, la croisade, bien entendu. Un événement néanmoins va perturber ce vœu. Le duc d'Anjou, l'un de ses fils resté aux mains du roi d'Angleterre, prend la fuite. Ah, ça, dans le code d'honneur de la chevalerie de l'époque, c'est absolument impensable. Puisque son fils ne se décide pas à retourner en captivité, eh bien, le roi chevalier va prendre la décision de repartir lui-même pour l'Angleterre et de se constituer prisonnier. Vous imaginez ça? Oh, c'est très noble comme ça, vu de l'extérieur. Est-ce que ça n'est pas une grave faute politique? En tout cas, c'est peut-être une occasion de persuader Édouard de rejoindre la fameuse croisade en préparation. Là-bas, le roi Jean pourra évoquer directement la difficile application du traité de Brétigny, parce qu'il faut le dire, la France est incapable d'assurer le paiement de cette terrible rançon. Voilà comment le roi Jean va se retrouver de nouveau en Angleterre. Est-ce que pour la France, somme toute, ce ne serait pas plutôt un bien? Je brûle de poser la question à notre invité. Julien Théry-Astruc, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai mis de côté toutes sortes de questions pendant ce récit. Elles attendent, elles sont là. Je vais vous les poser dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire médiévale cet après-midi avec cette fameuse bataille de Noyer-Maupertuis. Nous sommes donc dans votre département, Franck, cet après-midi, le département de la Vienne, avec Julien Théry-Astruc. Il est archiviste, paléographe et professeur à l'université Lumière Lyon 2. Il est aussi auteur du livre des sentences de l'inquisiteur Bernard Guy, paru chez CNRS Éditions. Oui, en édition de poche du CNRS. Alors, Julien Théry-Astruc, on a énormément de choses à voir. D'abord, il faut que nous expliquions à nos auditeurs ce qu'est devenu ce bon, entre guillemets, roi Jean, qui repart donc pour une dette d'honneur, qui retraverse la Manche, qui va se constituer prisonnier. On est au tournant de l'année 1364, donc 8 ans après le désastre de Poitiers. Et que lui arrive-t-il à ce roi? Il meurt très rapidement. 4 mois à Londres, il tire sa révérence et disparaît de la scène. Il meurt à 44 ans, ce qui pour l'époque est un âge relativement avancé. Même si l'aristocratie vit beaucoup plus longtemps que le commun des mortels. On va dire, c'est un âge moyen. Oui, c'est un âge où l'on meurt couramment, quand on a survécu jusque-là. Et de quoi meurt-il du reste? On ne sait pas exactement, comme souvent il meurt de maladie. Alors évidemment les chroniqueurs ont eu tendance à exagérer la dépression évidemment qu'il traversait à cause de ce retour, de l'abandon du royaume auquel il a été contraint pour des raisons d'honneur. Comme souvent, on ne sait pas exactement, il meurt de mort naturelle en tout cas, manifestement. Enfin, quand même, je me suis montré un peu ironique pendant ce récit, mais ce roi qui multiplie les fautes et qui songe à son honneur avant de songer à son état, me semble-t-il, nous paraît un peu difficile à comprendre aujourd'hui. Il est très populaire en son temps, il faut le dire. Hein. Il est populaire parce que il incarne, avec une grande naïveté, d'où ses erreurs politiques, l'idéal chevaleresque qui en fait est devenu anachronique, en tout cas pour un roi. Ça peut servir, et ça servira encore beaucoup, à maîtriser la noblesse, à la diviser, à lui donner des rémunérations symboliques, disons, auxquelles elle tient beaucoup, et à obtenir d'elle en contrepartie finalement de céder un certain nombre de privilèges à l'état royal. Mais pour un roi, c'est devenu assez largement déplacé. Louis IX, un siècle avant,
avait fait le même type d'erreur. Quand il avait cédé, par exemple, au roi d'Angleterre toute une série de territoires qu'il était inutile de céder, en fait, parce qu'il était en position de force. Pour l'honneur, pour la loyauté, pour être fidèle à un code aristocratique qui, en fait, n'est plus de saison pour la royauté. Mais oui. Il faut dire qu'on a changé de dynastie, en plus, entre-temps, puisque les fils successifs de Philippe le Bel, Louis X, Charles IV, Philippe V, Charles IV d'ailleurs, oui, n'ont pas eu de descendance, et donc on a changé de dynastie. C'est Philippe de Valois qui est devenu le roi Philippe VI. C'était le père de Jean. Hein. C'est ça. C'est la fameuse malédiction des rois maudits dont Maurice Druon a fait les livres que l'on connaît, puis il y a aussi les feuilletons télévisés que l'on connaît. Les trois descendants de Philippe le Bel, ces trois fils successivement rois, meurent sans descendance, et c'est la première fois depuis le temps duc Capet, depuis la fin du Xe siècle, qu'il n'y a pas de descendance directe. Est-ce que dans l'attitude de Jean de Lebon, il n'y aurait pas en quelque sorte la compensation du fait d'être le souverain d'une dynastie très jeune? Est-ce qu'il ne veut pas en rajouter sur le plan de la chevalerie parce qu'il sent sa légitimité un peu faiblarde? Il est certain que ça a beaucoup pesé, effectivement, sur sa situation politique, sur ses relations avec la noblesse. Ça a suscité toute une série de difficultés qui ont favorisé le développement des revendications de la famille royale anglaise, qui pouvait prétendre, par Édouard III, à des droits égaux, voire supérieurs en réalité, à ceux de la branche de Valois, puisque le père de Jean II, Philippe VI, était le neveu de Philippe le Bel, alors que Édouard, par exemple, était son petit-fils, mais par les femmes, pas Isabelle de France, la fille de Philippe le Bel. Alors, c'est assez amusant de voir ce qui se passe. Avec le recul, bien entendu, pour les gens de l'époque, je pense que ça a été très dur à vivre. Mais ce roi est fait prisonnier à Poitiers. On l'emmène à Bordeaux. De Bordeaux, il est acheminé jusqu'à Londres. C'est le début de négociations infinies. Et l'on peut dire que le Conseil d'Angleterre se montre d'une exigence complètement démente, inacceptable pour la cour de France. Et finalement, on trouve quand même un accord. On libère le roi Jean qui rentre en France, et il est à peine de retour à Paris qu'il reprend le chemin de Londres alors pour quelle raison d'ailleurs? Est-ce que c'est uniquement parce que son fils a manqué à sa parole? Il y a certainement un élément très important qui tourne autour de ces questions d'honneur. Ça fait pas de doute. Il y a d'autres raisons quand même. Il espère manifestement renégocier le traité de Bretigny. Et il se dit que ce sera plus facile s'il est face à face avec le roi d'Angleterre. Moins défavorable. Oui, tout à fait. Il y a cette idée derrière. Mais bon, en définitive, sa mort rapide fait que ce retour a eu bien peu d'incidence. Et puis en définitive, ça a libéré tout le monde, puisque cette rançon énorme, ne l'oublions pas, elle pesait d'abord sur la paysannerie, c'est-à-dire sur 95-97% de la population du royaume. Quasi-totalité. Qui était censée donner des surplus qu'elle n'avait pas pour vivre, de manière à financer ces 4 millions, puis 3 millions d'écus. Concrètement, ça veut dire que les paysans vont arriver, des collecteurs qui prennent des animaux, qui prennent les récoltes, ce qui reste des récoltes, et qui vont du coup créer les conditions d'une famine lors de la soudure suivante, c'est-à-dire au moment où la récolte est épuisée, on n'a pas encore fait la nouvelle récolte au printemps. La jonction entre deux moissons. Ça va favoriser le développement des épidémies, puisque les organismes vont se trouver malnutris. Or, souvenez-vous qu'en 1348, il y a ce cataclysme qu'est la peste noire, qui emporte... Juste avant. C'est ça, qui emporte plus d'un tiers et jusqu'à 50% de la population en quelques semaines un peu partout. Elle passe, et en quelques semaines, partout où elle passe, entre un tiers et la moitié de la population disparaît. Il y a toute une série de saignées comme ça, toute une série de malheurs qui sont probablement déclenchés au départ, dans leur principe, dans une large mesure, par la guerre. Par cette guerre endémique, dont le prétexte est la querelle de succession, pour le mais qui en fait est une guerre territoriale, il faut bien dire les choses comme elles sont. Qui est une guerre territoriale, qui est une guerre de la très haute aristocratie, qui est une guerre de ces deux monarchies qui finalement utilisent l'une et l'autre. Elles se rendent service mutuellement finalement en se faisant la guerre, puisque ça permet, au nom de la défense du royaume et d'un impératif urgentissime, disons, de passer outre aux privilèges féodaux et, par exemple, d'imposer quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est une fiscalité universelle sur le royaume. Voilà, le mot a été prononcé, parce que derrière ces affaires, il y a bien entendu des histoires de finances publiques et de fisc, bien entendu. Alors, on va revenir dans un instant sur le roi Jean. Bon, on a vu que de toute façon, son règne se résumera somme toute à peu de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire du règne de Jean de Lebon? Pas énormément de choses. On peut dire qu'il est le premier à avoir vu son règne, en ça a été précurseur, totalement paralysé, totalement parasité
par la guerre civile, par les rébellions des grands aristocrates qui s'opposent à la montée de l'État royal et qui s'appuient sur l'Angleterre. Voilà. C'est l'époque où la féodalité s'accroche à ses acquis contre la naissance d'une nouvelle réalité, celle des États. Et l'État français, comme l'État d'Angleterre d'ailleurs, est en train de se constituer fortement. L'un de ceux qui vont lui donner sa forme définitive, c'est le fils de Jean le Bon, c'est ce dauphin Charles qui devient donc le roi Charles V, le fameux Charles le Sage. Avec vous dans un instant, Julien Thériastruc, nous allons revenir sur ce règne qui, lui, en revanche, est un règne brillant, lumineux, passionnant, mais non exempt de grandes difficultés. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Des notes qui doivent vous rappeler bien des souvenirs. Un extrait du générique de la série télévisée française Thierry Lafronde. Cet après-midi, nous sommes au cœur des batailles médiévales et plus particulièrement la bataille de Noyer-Maupertuis. Avec votre invité, Franck, vous recevez Julien Thériastruc. Il est archiviste, paléographe et professeur à l'université Lumière Lyon 2. Oui, il nous expliquait à quel point ce pays dévasté par la récente peste, tiraillé par une guerre sans pitié, bientôt relayé par une guerre civile, affaibli par la captivité de son roi et écrasé d'impôts, ce pays, si je puis dire, n'en peut plus. Il n'est pas étonnant que les révoltes et les rébellions se multiplient, Julien Thériastruc. Alors d'abord, les révoltes urbaines avant les rébellions rurales. Dans les villes et notamment à Paris, on regimbe. Ce qu'on a appelé la révolution d'Étienne-Marcel, c'est-à-dire les États généraux représentatifs du royaume, qui, pour la première fois dans l'histoire du royaume de France, et avec beaucoup de retard par rapport à ce qu'ont pu faire par exemple les assemblées représentatives en Angleterre, se rebellent, exigent après Poitiers, et puisqu'on demande une énorme somme d'argent pour réunir cette rançon, que des conditions soient posées, et ces conditions qu'ils posent, c'est un contrôle sur l'action politique du roi. Autrement dit, on est à un moment crucial de l'histoire de France, celui où on aurait pu passer, ce qui n'a pas été le cas en définitive, c'est l'échec de la révolution d'Étienne-Marcel, à une monarchie constitutionnelle. Les Anglais avaient fait ça un siècle et demi plus tôt, en fait. Exactement, avec la grande charte de 1215. Eux avaient réussi. Tout à fait, qui était une conquête aristocratique, disons, mais qui posait les bases d'un contrôle, disons, des gouvernants par les gouvernés. Enfin, les gouvernés les plus si l'on peut dire, oui. privilégiés, évidemment, hein, pas le vain peuple. Oui. Mais enfin, ça posait une base qui ensuite allait s'élargir de contrôle de la royauté. En France, si ça avait pu avoir lieu, si ça avait eu lieu, ça aurait eu lieu à ce moment-là. Mais Étienne Cette Marcel révolution est ratée. Est un homme très âpre, hein, qui ne sait pas négocier avec le pouvoir royal. En fait, c'est peut-être son erreur, du reste. Il a sans doute été trop exigeant. Il a été contraint de s'allier au principal ennemi des rois de France de Jean et de son fils, c'est-à-dire à Charles le Mauvais, c'est-à-dire un parti aristocratique. Voilà. Lui-même représentait les bourgeois de Paris, il est prévôt des marchands, c'est-à-dire que c'est le lointain prédécesseur d'Anne Hidalgo, c'est le maire de Paris. Et il est à la tête, disons, des intérêts de la bourgeoisie marchande parisienne. Il s'allie à un grand parti princier, celui de Charles le Mauvais, pour essayer de mettre sous contrôle, et il impose par exemple un conseil qui aurait été choisi par les États généraux et qui aurait été censé entourer le régent Charles, le fils de Jean le Bon pendant la captivité de Jean, tenant lieu du roi donc, pour contrôler sa politique. Puisque on accepte des impôts, de contribuer avec très lourdement, disons, à la politique en fournissant des revenus à la royauté, on veut contrôler l'utilisation de ces revenus. C'est le b.a.-ba, disons, du contrôle politique par les gouvernés, qui est l'objet, en définitive, l'un des objets en tout cas, de cette révolution d'Étienne-Marcel de 1358. Alors, simultanément, vont naître dans plusieurs provinces des révoltes qui, alors là, sont plutôt des rébellions paysannes, ce qu'on a appelé les jacqueries, liées directement à la fiscalité. Plus directement encore, même. Plus directement encore, disons de façon moins médiée. Étienne Marcel, il est à la tête des États généraux qui consentent formellement aux ponctions fiscales. Les paysans, eux, comme je le disais tout à l'heure, ils voient les collecteurs arriver, qui saisissent les poules, les cochons, les vaches, le grain, et qui les laissent livrer la famine. La première grande révolte paysanne et la plus grande révolte paysanne française du Moyen-Âge, un peu archétypale en quelque sorte, qui fera le modèle ensuite pour les révoltes de Croquant tout au long de l'époque moderne, c'est la grande jacquerie de mai 1358. Le mot d'ordre des paysans étant « les nobles sont des parasites ». Dans le schéma de la trifonctionnalité, c'est les trois ordres, ils sont censés être ceux qui nous défendent. C'est ce qui justifie le fait qu'ils ne travaillent pas. Ceux qui se battent sont les nobles, ceux qui prient sont évidemment, c'est le clergé, et puis le fameux tiers-état, lui, il travaille. Ceux qui travaillent. Et il paye l'impôt. Ceux qui travaillent et ceux qui souffrent, c'est le double sens de laboratores, les laboureurs, ceux qui travaillent, ceux qui sont dans le labeur. Et les paysans disent, mais enfin,
cet ordre-là n'est plus justifié. Nous voyons que cette aristocratie que nous finançons finalement par notre travail, nous finançons le mode de vie luxueux par notre travail, est incapable de nous défendre, et non seulement elle ne nous défend pas. La preuve, là. C'est-à-dire qu'il y a eu Crécy, maintenant il y a Poitiers, il y a eu d'autres batailles d'ailleurs. Il y a des pillages incessants des campagnes, parce que c'est pas parce que la paix est rétablie que pour les paysans c'est fini. Au contraire, on démobilise les mercenaires, les routiers, qui étaient payés par les princes, et ces gens-là qui ne savent que faire la guerre. Que font-ils? Ils sont plus payés, ils font ce qu'on appelle vivre sur le pays, c'est-à-dire qu'ils pillent, ils tuent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. On aurait pu imaginer que le pauvre dauphin Charles, tout jeune, qui hérite d'une situation pareille, serait complètement démuni. Or, son règne va se révéler ce qu'on appelle un grand règne, c'est-à-dire qu'il va remettre les choses à peu près d'aplomb, avec beaucoup de victimes quand même, il faut le dire. Il a été très fin politique. Par ailleurs, il a bénéficié d'une sorte de sursaut de la noblesse, de sursaut unitaire de la noblesse, qui a conduit à un écrasement dans le au cours de la bataille de Mello, près de Senlis, dans le département actuel de l'Oise, de l'armée des paysans révoltés, début juin 1358. Là, on a vu vraiment des chevaliers lutter contre des gens, j'allais dire des armées, en tout cas en guenilles. Des gens, oui, qui sont pas des professionnels de la guerre, et puis qui sont des armées, en particulier, qui sont dépourvues d'armement défensif. Alors qu'on sait bien qu'au Moyen-Âge, l'armement défensif est primordial. Si vous êtes bien protégé par une solide armure, vous risquez peu de choses. Vous parlez en termes très élégants, mais ça veut dire que dans la pratique, ils se sont fait massacrer, écrabouiller. C'est affreux. Ils se sont fait sauvagement taillés en pièces et sans pitié par une noblesse qui, pour la première fois, voyait finalement ses privilèges remis en cause de manière radicale. Eux-mêmes, ces paysans, il faut le dire, avaient été extrêmement violents, mais leur violence avait été à la mesure, évidemment, de l'oppression qu'ils subissaient. Alors revenons peut-être à notre bataille fondatrice. Là, comment expliquer que cette chevalerie qui taille en pièces les révoltés paysans n'ait pas été capable de se défendre davantage face aux archers anglais? Et ils ont été quand même assez pitoyables à Noyer-Maupertuis, nos chevaliers. Et vous l'avez bien dit, c'était pas la première fois en plus. Et en plus, c'était pas se déclarer surpris, puisque exactement 10 ans avant, à Crécy, il y avait déjà eu une déconfiture absolument. Et puis on reverra en 1415 à Azincourt à peu près la même chose. Oui, voilà. Même scénario. Mais on n'apprend rien à chaque fois. Alors, les historiens ont beaucoup réfléchi, beaucoup débattu pour essayer de comprendre les causes de cette défaite. Et il y a certainement au départ quand même cet esprit nobiliaire, cet esprit aristocratique chevaleresque, un peu don quichotesque avant la lettre, c'est-à-dire plus du tout adapté aux réalités de la guerre, qui domine encore dans l'aristocratie française. C'est-à-dire qu'on y va pas pour être efficace, on y va pour s'illustrer avant tout. Pour faire joli. Oui. Alors ça correspond à une donnée structurelle qui est l'état d'avancement supérieur finalement de la royauté anglaise, qui maîtrise mieux finalement son aristocratie. Et quand les chevaliers anglais, quand on leur dit vous descendez à cheval, on va mettre devant vous les archers, et c'est seulement dans un second temps que vous allez combattre, ils l'acceptent, même si, en termes d'éthique chevaleresque, c'est ignoble, c'est-à-dire pas noble, c'est une manière non noble de se battre. Si on veut se battre de manière noble, il faut se jeter en avant sur son beau chevalier et charger. Ce que fait l'aristocratie française, en dépit finalement des nécessités et de l'efficacité. Oui, on voit le résultat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais qui va un peu de pair, qui s'articule bien à ce que je disais là, c'est ce que les historiens de l'armée, de la chose militaire, ont appelé la révolution de l'infanterie. C'est-à-dire que pour la première fois, à cette époque-là, ce qui devient déterminant dans les batailles, ce sont plus les cavaliers, ce sont les piétons. Comme on disait, oui. Et par ailleurs, ce sont les gens de trait. Et là, les Anglais ont une longueur d'avance, technique, on peut le dire, mais aussi culturelle. Qu'est-ce qu'on appelle les gens de trait? Les gens de trait, c'est ceux qui utilisent des armes de trait. C'est-à-dire des carreaux d'arbalète, des arbalètes ou des arcs en fait, des arcs et des flèches. Et là-dessus, je disais, les Anglais ont une longueur d'avance depuis que l'armée anglaise est dotée du longbow, c'est-à-dire du grand arc, un grand arc qui fait plus de 2 mètres de long, enfin autour de 2 mètres de long, disons, et que les rois d'Angleterre ont décidé d'adopter au cours des campagnes contre les Gallois et contre les Écossais, pendant la première moitié du XIIIe siècle. Donc ça fait déjà un siècle à cette époque-là. Et les rois d'Angleterre exigent de leurs paysans, de leur paysannerie, qu'elles s'entraînent régulièrement à manier le longbow, qui devient finalement aussi une activité de loisir, ce maniement du longbow, en même temps qu'une activité de maintien de la défense. Et pendant presque un siècle, ça va donner une supériorité quasiment imbattable aux Anglais sur les Français dans toutes les batailles, alors qu'à chaque fois, nos chers chevaliers arrivent persuadés d'être les plus forts et les meilleurs. Voilà ce que nous raconte Françoise Autran dans sa biographie de Charles V. Les deux armées
se trouvèrent le dimanche matin face à face sur le plateau de Maupertuis. Le paysage à travers les siècles n'a pas changé, sauf que les vignes et les haies où s'abritaient les archers anglais ont été remplacés par de grands champs et d'uniformes pâturages. Les hameaux, dont les Anglais estropiaient joyeusement les noms, sont toujours là, sauf que la maison forte de Maupertuis a changé son nom de mauvais augure contre Maupertuis, le mauvais passage, contre celui de Cardinerie. C'est un plateau qui culmine à 138 mètres. Vers l'est, il porte le bois de Noyer. Il s'abaisse légèrement vers l'ouest. Là, une vallée sèche le sépare d'un autre plateau un peu moins élevé. Au sud coule le Miosson, dans une vallée encaissée marécageuse. Après le Gué de l'Homme, en coulant vers l'ouest, la rivière décrit un méandre qui isole comme une presqu'île l'extrémité sud du plateau. Ce que nous ne dit pas là Françoise Autran, c'est que c'est d'une beauté folle, ce site de Noyer-Maupertuis, où a lieu d'ailleurs tous les ans, depuis longtemps maintenant, un spectacle Son et Lumière qui évoque la grande bataille entre le prince noir, héritier du trône d'Angleterre, et le roi de France, Jean le Bon. C'est très beau, ce coin-là. Ouais, Julien Thériastruc. Ouais. Et j'imagine que cette mise en scène, cette scénographie, oppose précisément les arbalétriers français, oui, bien sûr, qui dans le temps où ils tirent un carreau, laissent le temps aux archers anglais de tirer 5 ou 6 flèches. Et voilà, vous vous rendez compte. Là, de ce point de vue-là, il y a une disproportion invraisemblable. C'est pas un hasard si une fois de plus, je disais tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de batailles à Poitiers, une fois de plus, c'est ce seuil du Poitou qui est choisi, si l'on peut dire, pour la confrontation entre les gens d'Aquitaine, qui sont des Anglais en l'occurrence, et des Gascons quand même nombreux. On est aux confins de la France du Nord et de la France du Sud, de la Langue d'Oil et de la Languedoc. On est vraiment dans une zone, de confins, de marche, comme on disait au Moyen-Âge. Et c'est une zone qui a conservé le souvenir non seulement de cette bataille, mais de cette époque, avec une abbaye, avec des lieux merveilleux. Je vais y venir dans un instant, je vais vous faire visiter l'endroit, bien entendu. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Et il est temps maintenant pour les 5 dernières minutes de l'émission d'aller se balader là où l'histoire s'est écrite. Et nous sommes chez vous aujourd'hui, Franck. Vous nous emmenez à Noyer-Maupertuis, à 10 km environ de Poitiers. Si vous nous écoutez d'ailleurs depuis le département de la Vienne, n'hésitez pas à partager vos photos et vos conseils de balade et de visite dans votre région sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Oui, on ne va pas se partager des macarons et du farci. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Oui. Oui. Imaginez un petit vallon magnifiquement arboré, un vallon de verdure bercé d'eau vive où sont dressés littéralement des tours noblement fortifiées, des ponts en dos d'âne qui passent sur cette eau. Il y a aussi des jardins maraîchers tout autour. Les murs ont été percés au XVIIe siècle par les moines mauristes qui ont transformé cette petite cité hyper fortifiée en un endroit beaucoup plus agréable, beaucoup plus accueillant. C'est un endroit divin. Il faut entrer bien sûr au cœur même de Noyer-Maupertuis dans l'église Saint-Junien. Il faut vous dire que l'église abritait les restes du saint, les restes de Saint-Junien depuis l'an 830 et que toute l'abbaye s'est construite autour avec, on est dans le plus pur art roman. Vous savez, cette poussée du milieu du XIIe siècle, assez extraordinaire. On est dans les années 1130, 1160, très haute voûte en plein cintre, partout des colonnes, l'art roman poitevin dans ce qu'il a de plus aimable, tout simplement, avec des traces de polychromie, bien entendu, avec tout un mobilier également. Il faut savoir que dans cette église Saint-Junien, vous avez un des derniers beaux jubés du Poitou. Ça fait partie des curiosités à y voir. Donc, si vous êtes, ne serait-ce que quelques jours à Poitiers ou dans les environs immédiats, il serait dommage que vous n'alliez pas faire un tour du côté de Noyer, car je vous assure que c'est une des jolies choses à voir, avec un certain nombre d'autres villages. On cite toujours Angles-sur-l'Anglin, bien entendu, et puis Chauvigny, la cité médiévale absolument magnifique, cette espèce d'acropole de Chauvigny. Ça fait partie des belles choses à voir dans la région. Et puis, à Poitiers même, quand même, on ne va pas passer à côté. À Poitiers, un certain nombre d'édifices parmi les plus extraordinaires de la chrétienté. D'abord, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, la célèbre église Notre-Dame la Grande, dans son style roman saintongeais, avec cette façade qui est une sorte de grand livre d'images, Julien Thériastruc. C'est entièrement sculpté, c'est magnifique à voir.
Mais alors moi, ce que je retiens le plus à Poitiers, c'est l'actuel palais de justice. Bien sûr. Qui était le palais royal autour de 1300. Bien sûr, des comtes de Poitou, des ducs de Berry. Et dans la grande salle, la grande salle est toujours intacte. C'est dans cette grande salle que Clément V et Philippe le Bel, en 1308, se sont retrouvés pour négocier le sort des Templiers. Et cette grande salle, c'était, il y a encore très peu de temps, la salle des pas perdus du palais de justice. On ne sait pas encore tout à fait ce que va devenir, depuis le déménagement de la cité judiciaire, ce que va devenir tout cet ancien palais de Poitiers, arasé hélas au XVIIe siècle, mais dont subsiste, vous avez raison, de très beaux vestiges. Autre grand vestige médiéval, la cathédrale Saint-Pierre, bien entendu, avec son célèbre vitrail de Saint-Pierre, qui possède des couleurs uniques, vraiment uniques en France, notamment un vert tout à fait extraordinaire, un vert sombre, d'une profondeur étonnante. Juste à côté de cette cathédrale, alors derrière vous avez Sainte-Radegonde, avec sa crypte passionnante aussi, faudrait raconter tout ça, on n'a pas le temps, mais juste à côté, le baptistère Saint-Jean, qui est extrêmement ancien, puisque toute une partie est du 5e siècle, peut-être même des morceaux qui dateraient du 4e siècle. C'est un des plus anciens édifices chrétiens de France, peut-être même, on disait à une époque, le plus ancien. Je suis un peu chauvin. Et puis, vous me permettrez, moi qui ai grandi à l'ombre de ces vénérables murs, de citer la merveilleuse église romane Saint-Hilaire-le-Grand, dont effectivement toute la façade et tous les premières travées de la nef ont été reconstruits après un terrible incendie, mais qui a conservé son chevet, et c'est peut-être le plus beau de tous les chevets romans, avec une abside divine, des absidioles d'une grâce extraordinaire. On est dans ce que l'art roman a produit de plus beau. Un petit mot aussi pour signaler, ça n'est pas la première fois que je le fais à ce micro, mais pour l'instant je ne suis pas écouté. Il va bien falloir un jour faire quelque chose de l'hypogée des dunes, un édifice mérovingien très passionnant, très mystérieux, et qui malheureusement, si je ne m'abuse, est encore à l'heure où je vous parle fermé au public. Beaucoup de choses à voir à Poitiers. Là je ne vous ai parlé que du Moyen-Âge. Il y a tellement encore d'autres trésors à voir. Merci à vous, chère Anissa. Nous nous retrouvons demain, dimanche. Et oui, parce qu'au cœur de l'histoire sur Europe 1, c'est du lundi au dimanche. Et demain, c'est une histoire d'amour que vous allez nous raconter entre Napoléon et Marie. Exactement, à demain.